Sans aucune transition, je vous annonçais 4 agences d'architecture qui vont nous rejoindre pour évoquer l'utilisation de la terre cuite en architecture contemporaine. Avant cela, et pour faire un point sur le prix Architendance porté par la tuile terre cuite et soutenu par le réseau des maisons de l'architecture, j'invite à me rejoindre Anne-Sophie Kerr, Jean-Baptiste Fayet et Benoît Joly. Et on peut les applaudir. Bonjour à tous les trois. Il va bientôt être l'heure de dire bonsoir et je m'en réjouis. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Installez-vous donc sur les 3 premiers fauteuils. Anne-Sophie Kerr, vous êtes, on le sait, on vous a vu tout à l'heure, je vous ai déjà présenté, présidente du réseau des maisons de l'architecture. Jean-Baptiste Fayet à vos côtés, président du groupement Tuiles de la Fédération française des tuiles et briques. Et Benoît Joly, vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue d'architecture, tous les 3 membres du jury de cette 5e édition du prix Architendance. C'était en 2020, mais on sait ce que l'on sait et du coup, voilà, on en parle aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait prévu d'en parler l'an dernier et c'était d'autant plus immédiat, mais on a tout autant d'intérêt à l'évoquer aujourd'hui. Ce prix Architendance et plus largement, on va ouvrir la discussion sur la construction en tuiles, en terre cuite, pardon. Un mot peut-être, on va regarder une vidéo dans un instant, mais juste un mot pour nous dire le prix Architendance en quelques mots. Qu'est-ce que c'est? À qui est-ce qu'il s'adresse? Jean-Baptiste Fayet. Merci David et bonjour à tous. Donc déjà, avant de parler du prix, moi je veux dire que je suis ravi d'être là physiquement avec vous à cette biennale. C'est vrai qu'on a tous été un peu frustrés par presque 2 ans de confinement et d'événements en virtuel, donc ça fait du bien d'être là et de pouvoir échanger, donc échanger sur ce prix, le Grand Prix de la tuile terre cuite Architendance. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un Grand Prix qui est organisé par le groupement des tuiliers, sous l'égide de la Fédération française des tuiles et briques, tous les 2 ans. C'est un prix qui vient récompenser des réalisations remarquables qui mettent en œuvre nos produits, les tuiles terre cuite. Et si on regarde les réalisations qui sont récompensées, c'est des réalisations qui viennent souligner plusieurs choses. D'abord, la variété, la diversité de nos produits, les tuiles. Ensuite, la capacité de ces produits à participer à vos créations architecturales contemporaines. Et enfin, qui viennent souligner la capacité que peuvent avoir nos équipes à collaborer avec vous assez en amont de vos projets, de façon à vous proposer le bon produit. On va jeter un œil. Alors, vous nous avez apporté un petit film qui en dit quelques mots de ce prix. Puis on va voir comme ça quelques-uns des projets lauréats qu'on aura l'occasion d'explorer un petit peu plus en détail ensuite. Vous vouliez peut-être l'annoncer, ce film, je crois que vous... Non, je vous en prie. Je vous en prie, David. Alors, allons-y.
Alors dans quelques minutes, nous rejoindrons tout à l'heure Pascal Desplanques, Margot Leduf, Christophe Lemoyle et Frédéric Martinet. Je crois que d'autres lauréats du prix Architendance de cette année et même des années précédentes sont avec nous. Si j'ai vu tout à l'heure Samuel Delmas et on lui a laissé la parole à l'instant. Si vous avez peut-être d'autres architectes à citer. Oui, et puis on a aussi quelques chiffres sur le Grand Prix. Donc cette 5e édition du Grand Prix, c'est 67 agences qui ont participé. C'est 12 finalistes qui ont été sélectionnés par le jury, et vous l'avez vu sur le film, c'est 7 prix au total qui ont été donnés, 5 prix attribués par le jury, pour la maison individuelle, pour le collectif, pour le logement intermédiaire, pour l'équipement tertiaire et le grand prix du jury à l'unanimité. Et ces 2 prix qui ont été déterminés par le vote sur les réseaux sociaux, avec un vote sur Instagram des étudiants des écoles d'architecture et un vote sur Facebook, prix du public, avec plus de 10 000 internautes qui sont venus voter pour déterminer ce prix du public. Un mot peut-être, Anne-Sophie Kerr, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des maisons de l'architecture et membre du jury également de ce prix Architendance, parce que le réseau soutient ce prix depuis quelques années. Maintenant d'ailleurs, il y a une concordance habituelle entre la remise du prix et la biennale. Cette année, voilà, on s'est arrangé comme on a pu, mais sans report, ça marche bien normalement. Oui. Un mot sur ce soutien, voilà, depuis quelques années déjà. Alors tout d'abord, pour faire écho à ce que Jean-Baptiste a introduit sur l'origine de ce prix, le prix Architendance est devenu un rendez-vous. Il a démarré en 2012 à Strasbourg lors des 24 heures de l'architecture, qui était le premier événement national qui réunissait toutes les maisons de l'architecture autour d'un grand événement public dans une ancienne manufacture de tabac, donc dans une friche, qui aujourd'hui est en pleine restructuration. Donc voilà, il y a plus de 10 ans. Donc parfois les projets aussi mettent du temps, comme on a beaucoup parlé aujourd'hui, de résilience et de restructuration et de réappropriation. Donc ce prix est donc né d'un partenariat qui pour nous est très important, parce que c'est une typologie de partenariat intelligent qui part d'une volonté de partager un événement et de valoriser des architectures qui valorise aussi, excusez-moi la répétition, mais qui valorise une mise en œuvre à partir d'un matériau ancestral biosourcé qui répond totalement à des enjeux aujourd'hui environnementaux, écologiques. Et au-delà de la question du matériau, il y a la mise en œuvre, bien sûr, mais c'est une mise en œuvre qui permet aussi de révéler ou de réveiller des échanges entre architectes, fabricants et artisans, où le matériau aussi, la tuile terre cuite, au-delà de la question du revêtement de façade, elle est beaucoup plus, parce qu'on revalorise aussi la question de l'enveloppe, de ces couches enveloppantes qui font finalement les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce matériau permet de travailler la façade comme une peau, une enveloppe épaisse. Donc voilà, tous ces projets mettent en valeur, voilà, ce sont des projets évidemment contemporains, mais qui réutilisent et qui remettent en œuvre un savoir-faire aussi ancestral. Ensuite, la particularité de la 5e édition, donc, qui a eu lieu tout de même l'année dernière, on s'est réunis au mois d'août entre 2 confinements. On a pu quand même se réunir en présentiel pour faire notre jury, mais malheureusement, on n'a pas pu remettre les prix en présentiel. Et quand on s'est réunis, alors est-ce l'éveil aussi, ou la prise de conscience par le confinement et la situation sanitaire, mais surtout aussi par rapport à des sujets d'actualité dont on a beaucoup parlé aujourd'hui sur la question du mitage de notre territoire. De manière unanime, quand on s'est réunis en jury, on a finalement créé une nouvelle catégorie, donc sur l'habitat intermédiaire, puisqu'il y a la catégorie maison individuelle, logement collectif et équipement tertiaire, et habitat intermédiaire aujourd'hui. Et cette catégorie, je voulais juste en parler rapidement, parce que c'est important, parce qu'elle révèle aussi la nécessité de valoriser des architectures qui répondent à ces questionnements, de moins s'étaler, et en même temps de trouver des espaces qui répondent à des envies, on va dire, des habitants et des citoyens, d'avoir un espace à soi,
avoir un accès individualisé, avoir un espace extérieur, mais tout en travaillant quand même une densité de manière intelligente, en s'étalant moins sur le territoire et donc en perméabilisant un peu moins le sol. Donc, c'est une proposition du jury, c'est le jury qui, par les projets présentés, s'est dit on va ramener une nouvelle catégorie. Tout à fait. Donc c'était important de le dire. Donc voilà, ce partenariat, on est ravis qu'il continue et donc l'année prochaine, la 6e édition aura lieu aussi pendant la Biennale qui aura lieu tout de même en 2022. On rattrape notre planning. Merci beaucoup Anne-Sophie Kerr. Un mot, Benoît Joly, je le disais, vous êtes rédacteur en chef adjoint à la revue d'architecture. J'aurais bien aimé avoir votre avis, alors au-delà de ce prix en particulier, plus largement, un prix d'architecture pour le journaliste que vous êtes. C'est quoi? C'est l'assurance d'un projet déjà valorisé par des pairs, c'est une facilité, comment dire, c'est des projets qui vous sont plus accessibles pour vous, c'est des projets qui... on vous entend, voilà. On n'entend pas le métro. Ça y est. Là, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Alors, le prix d'architecture, et encore que ce prix Architendance, je trouve que ce n'est pas qu'un prix d'architecture, c'est peut-être un prix transversal. L'architecture est ce qu'on dit filière, que pour ma part, je trouve... enrichissant parce qu'il évite l'entre-soi, il permet de créer des passerelles, il permet de donner un coup de projecteur aussi sur un ensemble de professions et soudainement des artisans qui œuvraient dans l'ombre se retrouvent avec l'image d'un projet sur lequel ils ont travaillé projeté en grand dans une salle à Clermont-Ferrand. Donc ça, je trouve que c'est déjà... très important dans notre travail de médiation, et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre faire un magazine d'architecture comme DA et puis faire un prix. Au final, on est là à un moment donné, dans un temps de pause, de s'interroger sur la qualité du travail d'une profession, d'un contexte économique, d'un contexte constructif, essayer de dégager les lignes du présent et entrevoir celles du futur. Donc je trouve que le travail est un peu similaire, c'est-à-dire que faire le sommaire d'un numéro d'un magazine et faire un prix, c'est presque la même démarche entre un jury et puis un comité de rédaction. Donc cette mise en lumière réciproque, elle est pour moi évidente et en tout cas très agréable avec la FFTB aussi, je tiens à le souligner. Parce que vous avez parlé de mise en œuvre de produits, mais dans ce qu'on voit aussi dans les projets, c'est que ce n'est pas que des produits. Je trouve que la filière actuellement, on ne sait pas si ce sera toujours le cas, elle est extrêmement dynamique. Elle est ouverte vers ce qu'on appelle l'innovation, la prescription architecturale. Elle s'adapte. Elle est à l'écoute, elle ne fait pas que du produit, elle fait du sur-mesure, elle essaie d'innover. Elle n'est pas figée dans des anciens modèles, quand bien même on est dans un système constructif extrêmement daté. Voilà. Ben voilà pour une entrée en matière. Benoît Joly, je vous propose de rester avec nous. Anne-Sophie Kerr, on va vous retrouver tout à l'heure ce soir autour d'Eduardo Souto de Moura. Et puis Jean-Baptiste Fayet aussi. Vous revenez dans quelques minutes avec, je crois, quelque chose pour nos prochains invités que j'accueille et que j'invite à nous rejoindre sur scène. Pascal Desplanques, Margot Leduf, Christophe Lemoine et Frédéric Martinet vont nous rejoindre et on peut les applaudir. Alors, je vous invite à prendre place sur les 4 fauteuils qui vous attendent. On va présenter chacun des 4 bâtiments qui vous a amené à gagner ce prix Architendance. Et avec cela, nous tâcherons d'ouvrir la discussion peut-être au-delà sur l'utilisation de la terre cuite dans l'architecture contemporaine. On commence avec vous, Pascal Desplanques, et je vous invite à prendre le micro qui est juste là. On a donc l'agence, c'est Bétinger Desplanques, Bétinger ou Bétinger ? Bétinger. C'est bien Bétinger, Bétinger oui, Desplanques, effectivement. Vous êtes lauréat du Grand Prix du jury Architendance en 2018. Vous êtes un ancien parmi notre assemblée. Avec ce projet de résidence, Le Carreau. Excusez-moi, Le Carreau. Projet de requalification et de densification d'un centre-bourg qui a amené à la mise en œuvre de 37 logements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et peut-être plus particulièrement sur la question de l'utilisation de ce matériau de la terre cuite que l'on voit effectivement en façade autant qu'en couverture du toit? Oui, bien sûr, mais bonsoir à tous. Tout d'abord, pour vous faire une petite introduction, pour vous rappeler que ce projet s'inscrit parfaitement dans la thématique
des conférences d'aujourd'hui et des colloques de ce colloque. Parce que aujourd'hui, ce projet ne serait pas né sans les inquiétudes, une inquiétude heureuse du maire de cette petite commune de 1000 habitants en périphérie du Havre. Une inquiétude justifiée parce qu'elle est sous le joug d'une pression foncière de la part des constructeurs de maisons individuelles. Et donc, cette inquiétude, elle s'est transformée en questionnement. Et cette municipalité, comment dire, donc c'est posé cette question du comment développer son cœur de ville en le densifiant, bien sûr, en lui donnant une vraie identité. Donc cette commune a sollicité un bailleur social bienveillant, une équipe d'architectes, c'est-à-dire nous, exactement, et puis un ensemble de partenaires comme l'AURH, l'Agence d'urbanisme du Havre, les Bâtiments de France, et ainsi que le CAUE. Donc tout un ensemble de personnes compétentes pour les aider à porter ce projet, avec toujours ce souhait de la mairie, et ça j'y tiens, d'inscrire ce projet dans un caractère d'innovation et d'éléments marquants dans son village, puisqu'il s'inscrit parfaitement dans le cœur de bourg. Voilà. Pour ce qui concerne la tuile, la brique, c'était assez naturel puisque nous sommes dans Normandie. Ce sont des matériaux avec l'ardoise en filigrane, mais la tuile beaucoup et la brique qu'on retrouve à peu près dans énormément de projets anciens patrimoniaux. La question de la mise en œuvre, par contre, elle a été assez innovante puisqu'on a joué sur des teintes variées, tant en façade de briques que dans toiture. Ça a été sujet à de nombreuses discussions, pour rien vous cacher, avec les élus, etc. Mais force de discussion, de pédagogie, finalement, on a su créer une vraie identité qui a été parfaitement acceptée aujourd'hui par les habitants. On va le voir avec les projets suivants et peut-être déjà avec le projet suivant. Margot Leduf de l'agence M&M, vous êtes lauréate avec ce projet du Grand Prix du jury Architendance 2020 et aussi premier prix dans la catégorie maison individuelle. De la même manière que ce que l'on vient d'entendre avec Pascal Desplanques, j'ai l'impression que vous utilisez l'un et l'autre, et peut-être même les projets suivants, on va y revenir, la terre cuite pour sa capacité à la fois de singulariser votre bâtiment et en même temps aussi de l'intégrer finalement dans un tissu déjà existant. Oui. Vous pouvez dire non, si c'est pas du tout ça. si, c'est ça. En fait, dans ce projet, on savait qu'on allait créer un volume qui allait être imposant par rapport à la petite maison qui existait avant sur ce terrain-là, qu'on ne pouvait pas garder parce qu'elle était vraiment trop biscornue et pas adaptée au programme que voulait notre maître d'ouvrage. Donc l'idée a été de démolir cette maison. On a quand même conservé la cave existante et une partie de la dalle. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu garder. Vu qu'on savait que cette maison allait être un bâtiment fort dans la rue, on voulait un matériau qui soit assez noble, un peu chic aussi, mais qui s'intègre aussi aux teintes environnantes qui sont dominées par l'ardoise ou le zinc en tras. Enfin, voilà. C'est un peu les deux matériaux qu'on retrouve un peu partout dans cette zone-là. Comme on le voit bien, effectivement, oui. Et on pensait déjà à une tuile grand moule. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on avait, je pense, envie d'utiliser ce matériau-là. Et on a repéré ce modèle-là, qui est un modèle qui s'appelle Diamant. On n'a pas appelé notre maison Diamant, hein, c'est la tuile qui s'appelle comme ça. Et quand on a eu le matériau en main, on s'est dit, c'est vraiment tellement beau qu'on ne peut pas passer à côté. Donc on a quand même proposé à notre maître d'ouvrage la tuile grand moule classique, plate, et celle-là. Quand il l'a vu, il a dit waouh, c'est hyper beau, mais c'est un peu comme quand on s'achète un super vêtement qu'on n'a pas l'habitude de mettre, on se dit je vais l'acheter, mais je ne vais pas assumer. Donc on leur a présenté l'esquisse avec ces deux matériaux-là, on a laissé les échantillons chez eux. Ils ont réfléchi pendant 2-3 semaines. Et ils ont dit banco, on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà. Merci beaucoup pour la petite histoire aussi qui va avec à votre voisin Christophe Lemoyle. J'ai demandé un petit mot pareil sur ce bâtiment suivant. C'est un projet qu'on appelle Gonzague-Saint-Brie, un pôle social et culturel qui vous a valu le prix de l'équipement tertiaire Architendance 2020. On est à Cabourg cette fois et
Et voilà, je vous laisse nous présenter ce projet. Bonsoir. Nous, on est arrivé à utiliser la tuile sur ce projet avant tout pour sa caractéristique biosourcée. Sur chacun de nos projets, au moment même avant l'esquisse, on se pose la question des ressources locales. Et là, il se trouve qu'à Cabourg, il y a encore une usine assez grande de céréales. Et donc, on s'est tout naturellement orienté vers ce produit donc biosourcé avec l'usine à moins de 8 km. Et ça va aussi très bien avec un travail d'architecture vernaculaire, on va dire, qu'on réalise. Et donc, le travail de cette tuile avec une réinterprétation un peu plus contemporaine. Et cette tuile est aussi le matériau de la Normandie, je vais dire, et de Cabourg. Mais pardon, pourquoi est-ce que vous réinterprétez tous la tuile de façon contemporaine? Est-ce que est-ce qu'on fait avec la tuile ce qu'on pourrait pas faire avec la pierre par une plus grande difficulté de mise en œuvre, alors même qu'on a ce même rapport au sol, à la terre et effectivement à un matériau vernaculaire? Est-ce que c'est cet entre-deux qui vous plaît là dans la tuile? Oui, nous on a essayé de travailler, on a réécrit un peu l'archétype de l'architecture cabourgeaise avec ses toitures à deux pans, ses façades en structure bois, mais on essaie toujours de trouver un entre-deux, d'implanter vraiment les bâtiments dans leur territoire, sans faire du pastiche et sans faire du contemporain pour faire du contemporain. Donc on a essayé de trouver le juste milieu en travaillant ces matériaux. Et alors, votre dernier invité, Frédéric Martinet, agence... Je dis FMAU, mais c'est bien. Ouais, oui, c'est ça. J'hésitais avec le. Bref, FMAU. Allons-y. Oui. Frédéric Martinet, agence FMAU, lauréat du prix de l'habitat intermédiaire Architendance 2020, avec ce projet j'ai commencé par les vues intérieures, mais on va y revenir ensuite. Un projet de 7 maisons à Patio dans une, je cite, dans une commune périphérique du littoral atlantique. J'en ai pas su plus sur la localisation. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un mot? Ouais, on est à côté de La Rochelle, en fait, on est à 5 km de La Rochelle. Et la commune s'appelle Hénande. Et elle est c'est une commune du littoral, donc la mer l'océan est à moins d'1 kilomètre, ce qui notamment explique les pentes que vous avez, puisqu'il pleut forcément à La Rochelle, donc on se protège de la pluie. Et là, finalement, c'est un projet banal. En fait, c'est un projet qui a une forme de banalité, comme vous pouvez le voir, parce que finalement, il n'invente rien, il ne réinvente rien. C'est juste une sorte de projet de hameau. Et l'emploi de la tuile, finalement, là, simplement, on a utilisé une technique de pose qui était là, sans gouttière, voilà, sans zinc, et simplement avec des tuiles débordantes, voilà, tout simplement. Donc en fait, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'innovation, juste un projet avec une écriture assez banale. Qu'est-ce qui la rend contemporaine, cette écriture, justement? C'est une évidence qu'on est sur un bâtiment d'aujourd'hui, mais si on... La contemporanéité du projet par rapport à tout à l'heure l'intervention de Philippe Prost, en fait, c'est un projet qui cherche pas à être contemporain. Enfin, c'est un projet qui cherche à simplement proposer un logement. Alors, on a beaucoup parlé du logement, de la qualité. Tout à l'heure, il y avait une intervention sur l'extérieur, sur les patios, sur comment on pouvait combattre. Et en fait, ce projet, c'est un bailleur social, hein, donc c'est du logement social. Donc, vous imaginez, pour tous les architectes qui sont là, c'est juste un projet qui casse complètement les automatismes des fichiers Excel de rentabilité ou de montage. Donc en fait, il a fallu déconstruire le fichier Excel de notre bailleur qui a accepté qu'on le fasse, et en fait reconstruire un fichier Excel de montage d'opérations. Donc en fait, c'est un truc qui a l'air assez simple, mais qui finalement qui coûte le même prix qu'un logement social habituel. Mais il a simplement fallu casser énormément d'automatismes de production du logement social. Donc en fait, l'innovation, elle est là, en fait. Elle est un peu invisible, et le projet, d'une certaine façon, est très invisible. Et ce qui nous va très bien, puisqu'on a su une production finalement assez invisible en soi.
Je vais citer les autres projets lauréats du prix Architendance cette année, et puis peut-être Benoît Joly, si vous voulez nous donner votre regard en tant que membre du jury. Je ne sais pas si vous avez trouvé une coloration à cette séquence de bâtiments, ou alors si justement ils se distinguaient les uns des autres. En tout cas, pour les citer, pour l'instant, on a le prix du public qui a été remis à la halle de marché de Courbevoie par l'agence d'architecture Croix-Marie Bourbon, architecte associé. Du côté de Bègles, en Gironde, le premier prix dans la catégorie Habitat collectif a été remis à la résidence Terre Sud de l'agence Taillandier, architecte associé. Et puis, on citait tout à l'heure Samuel Delmas, voilà, avec son agence A+, Delmas Architecte Urbaniste. Il a remporté le prix des architectes et étudiants en école d'architecture avec cette grange de vacances dans la Drôme. Benoît Joly, cette sélection, les bâtiments que je présente en plus de ceux qui nous ont été présentés à l'instant par nos invités, qu'est-ce que ce cru 2020 du prix Architendance, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qui se dessine à travers cette sélection? Alors, peut-être c'est l'évolution des sélections. Je trouve que pour suivre le prix, ils sont en évolution depuis presque 10 ans. On a une montée en gamme importante de la qualité des projets. Ça ne veut pas dire que les précédents prix primaient des mauvais projets. Il y avait des très très bons projets, mais il y en a de plus en plus. Je trouve qu'il y a de plus en plus de diversité dans les écritures, puisque la brique, on le voit, ne se limite plus à la toiture, mais permet voilà, tout un jeu sur les mots des natures, les citations, des mises en œuvre avec des cahiers de mise en œuvre qui sont encyclopédiques. Il est très difficile de comparer les 3 projets qu'on vient de voir, puisqu'ils n'ont absolument rien à voir. C'est presque anecdotique finalement, mais chacun en eux ont leur propre qualité. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que depuis quelques années maintenant, on voit vraiment une appropriation des tuiles et briques pour ces écritures. Voilà, on sort un peu des modèles trop standardisés. Ça permet de raconter une histoire, des récits, sans sombrer dans le néo-régionalisme quand même à chaque fois, de réinventer le projet. Donc voilà, c'est surtout ça par rapport à ces panels-là. Mais c'est un beau palmarès cette année. Une dernière question peut-être aux uns et aux autres, on pourra terminer là-dessus, sur la question du choix d'un matériau dans le cadre d'un projet d'architecture. Ça peut se justifier par tout un tas de choses. Parfois, le matériau peut aussi être à l'origine du projet. J'ai cru, Margot Leduf, je ne sais pas si c'était le cas là, avec votre maison en revêtement en diamant ou pas. En tout cas, il y avait d'un côté un projet d'architecture, d'un autre côté dans votre sacoche une envie d'utiliser ce matériau. On peut dire que c'était à l'origine du projet, ou c'était juste dans un coin de votre tête? C'est un peu les deux, je dirais. Alors, on a l'habitude avec Mathieu, mon associé, enfin l'habitude, je ne sais pas si c'est une habitude, mais on fait souvent des projets un peu carapace, où on utilise le même matériau en toiture et en façade, pour simplifier un peu nos volumes, qui sont parfois un peu compliqués. Et on dessine beaucoup de nos projets, en tout cas nos projets rennais, en pensant à notre couvreur et en se disant qu'est-ce qu'on va lui faire la prochaine fois. Et c'est un peu pour ça que ce truc-là est sorti aussi de notre poche, et on s'est dit, tiens, là c'est l'occasion. Même question aux uns et aux autres, à quel moment intervient le choix du matériau dans un projet d'architecture? Est-ce qu'il en est à l'origine, ou il arrive un peu plus tardivement, peut-être, Christophe Lemoyle? Comme je disais tout à l'heure, oui, on se pose toujours cette question des ressources locales. Donc pour nous, il arrive en même temps que qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Donc c'est en parallèle. Pascal Desplanques? Moi, je dirais qu'il est contextuel. Il vient assez vite dans notre réflexion. Généralement, c'est l'analyse du site, l'analyse du lieu. Et puis là, dans le cadre de ce projet-là, on est sur du projet du logement social. Il y a une notion de pérennité, d'entretien, et qui rentre en ligne de compte. Donc on défend des matériaux de qualité. Ces matériaux de qualité, je reviendrai sur quelque chose qui a été énoncé tout à l'heure, qui était intéressante, c'est aussi l'acceptation par la population. En fait, on est dans des petits villages, plutôt conservateurs. Et donc une architecture innovante, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle ait une qualité de mise en œuvre et de matière. Et à partir du moment où là, par exemple, dans le cadre du projet d'Étain-U, il y a une réelle qualité et une application à la mise en œuvre des matériaux. Et finalement, en quelques mois, c'est rentré dans l'image du village. Et alors, pour terminer et clore sur cette même question, Frédéric Martinez, ça vous arrive pas? Non,
penser un bâtiment avec déjà le matériau dans la poche. Non, jamais. Ouais. Jamais. Non, en fait, ou indirectement, mais a priori jamais. Mais c'est plutôt une sorte d'audit. C'est plutôt l'approche économique en gros, des budgets qu'on a sur les bâtiments ou sur les projets. Et on va plutôt identifier des savoir-faire. Et indirectement, c'est plutôt dans les savoir-faire dont on va disposer à proximité du projet ou du site de projet que indirectement va se poser la question de la mise en œuvre et donc du matériau. Mais tout à l'heure, en fait, vous évoquiez que c'était un prix filière. Et il y a les trophées béton, enfin, voilà, chaque filière a ses prix. La Fédération de la tuile terre cuite va à son prix également. Bon, nous, c'est pas le cas. Enfin, il s'avère que ce prix, et puis c'est très bien. Mais on pourra faire du bois, on pourra faire. Enfin, non, on n'a pas de spécificité. Mais comme nos autres invités, hein, je crois bien. En tout cas, voilà, je voulais vous interroger là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Je vais inviter maintenant à revenir pour un mot de conclusion sur ce prix Architendance. Restez avec nous, mais Jean-Baptiste Fayet va revenir et puis on va. Vous voyez bien qu'on est au bout de nos micros. Alors on vous laisse même le pupitre, Jean-Baptiste Fayet. Ben, je vais peut-être vous pouvez l'enlever même. Peut-être prendre un micro pour la conclusion. Hein. En conclusion, je voudrais d'abord féliciter nos lauréats, les féliciter pour leur projet. Hein. Bravo pour ce que vous faites. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour nos produits. Hein. Vous les valorisez et vous les mettez dans des vrais écrins. Donc merci pour ça. Merci également pour votre disponibilité, hein, pour avoir fait le film sur le Grand Prix et votre présence ce soir. Vous avez eu droit uniquement à un palmarès virtuel, donc on ne voulait pas en rester là. Hein, je regarde Nelly qui doit être dans les parages, et donc on voulait vous remettre... Nelly Monteil, est-ce qu'elle est là? Est-ce que Nelly est là? Elle arrive avec, elle est cachée. Elle arrive avec des cadeaux, un Grand Prix, et donc on voulait vous remettre un petit diplôme attestant de votre prix. Et on voulait aussi vous on va vous applaudir, effectivement. Voilà. On voulait aussi vous remettre un livre, qui est La ligne et l'ombre, hein, donc qui est un livre avec des dessins d'architecture du XVIe au XIXe siècle. Un livre qui a reçu le prix du livre d'architecture, hein, de l'Académie d'architecture. Hein, donc, on est sûr que ça vous procurera un bon moment de lecture. En tout cas, nous, ça nous a vivement intéressés. Voilà, merci pour tout ça. Et je ne pourrais pas aussi conclure sans remercier notre jury pour également sa disponibilité et son assiduité à soutenir le concours Architendance. Donc merci à tous. Je vais aussi appeler à venir sur scène les lauréats qui ne sont pas encore sur la scène. Donc je crois qu'il y a pour le prix du logement collectif l'agence Taillandier. Et ensuite pour les Samuel Delmas aussi. Voilà, pour les 2 prix du public, Samuel Delmas. Et pour le dernier prix, bonjour. Et pour le dernier prix, il me semble, j'ai oublié le nom, il faut que je reprenne mes notes. Nicolas Croix-Marie de l'agence Croix-Marie Bourbon, dont on a présenté le bâtiment tout à l'heure. Merci beaucoup, on va faire une photo tous ensemble et puis on va se saluer. On se revoit dans une petite heure pour la clôture de cette journée d'études avec le grand architecte portugais Eduardo Souto de Moura. On se retrouve dans 1 heure. Ça nous laisse un bon petit temps pour faire la photo. On va pouvoir faire plusieurs prises même. Merci beaucoup et à tout à l'heure.